Donner ce soir quelques éléments assez fondamentaux. Chaque diapo mériterait sans doute une grande discussion, mais je vais être obligé d'aller un petit peu, de survoler un petit peu, et après on aura un temps pour des questions-réponses ou des discussions, des commentaires si vous le voulez, très simplement entre nous. Alors, j'ai introduit cette conférence ce soir par une citation de Tolstoï, parce que je pense que parmi les géants de la littérature moderne, il y en a peu comme lui qui ont vraiment creusé cette question de la famille, des complications liées à la famille, à l'amour, notamment dans son grand roman de Anna Karenine. Je ne sais pas si vous avez lu, pour moi j'aime beaucoup Tolstoï, et il dit ceci: toutes les familles heureuses se ressemblent, et chaque famille malheureuse l'est à sa façon. C'est comme ça qu'il introduit ce roman. Une certaine profondeur derrière cela. C'est-à-dire, en fait, si on veut, tous ceux qui réalisent l'idéal de la famille brillent d'un même éclat, mais quand il n'y a pas cet éclat qui vient du ciel sur nous, alors on voit finalement que chacun est différent avec beaucoup de complications. Et nous avons tous des complications, et c'est un thème qui est difficile à donner parce qu'on parle de l'idéal, et aucun d'entre nous, sans doute ici, n'est vraiment dans une famille idéale. Donc ce sont des choses très compliquées pour tout le monde en réalité, parce que ça touche au cœur, ça touche à beaucoup d'expériences difficiles, et je ne prétends pas, je parlerai de l'idéal, mais je ne prétends pas avoir une famille idéale moi-même, et donc vraiment c'est pour comprendre davantage l'idéal, et pour essayer d'en faire une base pour l'éducation et pour la société. Voilà le but de cette discussion. J'introduis encore par une autre citation, celle de notre fondateur, qui disait: y a-t-il une nation sur Terre qui a résolu la crise commune à toute l'humanité? La corruption de la jeunesse et son abus persistant de la drogue, l'éclatement de la famille, l'envolée en flèche du divorce, l'épidémie du sida, les crimes sexuels et l'oppression politique. L'éducation conventionnelle, même les enseignements religieux, ne sont pas en mesure de relever ce défi. À quoi sert une société, la prospérité économique et la liberté politique, si les familles souffrent dans l'angoisse, sans solution à l'homme? Promouvoir les valeurs familiales, c'est la question fondamentale en cette époque qui succède à la guerre froide. En fait, il a donné ce discours le 26 novembre 1997. C'était quelques années, si vous voulez, après la fin effectivement, de la guerre froide, qui était quand même le grand problème mondial de l'époque. Et dès cette époque-là, nous avons eu énormément d'activités au niveau justement de la famille, des valeurs familiales. J'ai moi-même travaillé en Russie avec des cours d'éducation, de formation de la personnalité, qui étaient liés aussi à la formation du caractère, aussi des questions de la famille, etc. Donc ce sont des choses qui ont été très proches qui étaient vraiment au cœur de nos préoccupations, et qui le sont toujours. Parce que nous pensons que c'est important. Vous savez que le but, si vous venez ici pour la première fois, je fais juste un petit rappel. Le but de ces discussions, de cette philosophie de la paix qu'on présente chaque jeudi ici, ce n'est pas simplement pour donner des explications théologiques ou philosophiques et en débattre. C'est pour tenter de résoudre des problèmes concrets dans la société. Sans une philosophie profonde, on ne peut pas résoudre des problèmes concrets. Au siècle dernier, il y avait la philosophie marxiste qui a beaucoup impressionné énormément de gens parce que elle prétendait pouvoir résoudre des problèmes concrets. Et elle pensait avoir la solution à tous les problèmes. Et du coup, il y a plein d'intellectuels qui sont lancés à cœur perdu dans cette aventure du communisme, et qui finalement s'est écroulé parce qu'il y avait un problème fondamental. On en a parlé dans les dernières réunions, on a fait une certaine critique et contre-proposition de la théorie marxiste, mais aujourd'hui, il nous manque une certaine philosophie justement pour aller plus loin et pour chercher à résoudre ces problèmes. Voilà, j'en ai mentionné quelques-uns, on les connaît bien, j'ai quelques photos. Vous reconnaissez bien sûr les problèmes dont on entend parler tous les jours à la télévision, les problèmes au niveau de la famille, au niveau du social, des luttes sociales, au niveau de la pollution, au niveau des migrants, au niveau de Daesh, etc. Tout ça sont des problèmes qui sont très compliqués parce qu'ils sont tous imbriqués, les causes sont imbriquées.
Et du point de vue de la pensée de l'unification, que j'essaie d'expliquer aujourd'hui, eh bien, si on ne va pas à la racine, c'est-à-dire à la compréhension de la cause profonde de l'univers, de la cause ultime de l'univers, on ne pourra pas résoudre ces problèmes. C'est pourquoi nous avons commencé à parler de Dieu, nous avons commencé à parler de la nature de Dieu, entre guillemets. C'était notre première conférence. On a eu plusieurs, disons, discussions sur la loi universelle du développement. La dernière conférence était justement sur le but de l'existence, et on a parlé justement de ce qu'on appelait ces 3 bénédictions, pour reprendre le terme de la Bible, le terme du Jardin d'Éden, si vous voulez. Mais en réalité, ça veut dire les buts fondamentaux de l'existence, qui sont, disons, développer sa propre personnalité en tant qu'individu, avec l'unité entre l'esprit et le corps, centré sur Dieu qui est à l'origine de notre esprit, de notre corps, du spirituel et du matériel. Aussi, ensuite, au niveau du mari et de la femme, c'est au niveau de la famille, toujours centré sur Dieu qui lui aussi est à l'origine de cette masculinité et féminité, comme on en a parlé la première fois, et en même temps, donc, développer une société, un monde, etc., basé sur ces valeurs familiales. Et puis, enfin, cette relation entre nous, les êtres humains, et notre environnement naturel, environnement social. Tout ça, ce sont des choses, on a parlé donc de cela la dernière fois, et particulièrement dans ces 3 buts de l'existence, qui sont imbriqués, bien entendu. L'un, ils dépendent des uns des autres, naturellement. Le plus important, un des plus importants, on peut dire, c'est la question de la famille. Parce que la famille, c'est justement la base de la société, c'est la base de la nation, c'est la base du monde. Aujourd'hui, on parle d'une famille mondiale. Beaucoup de gens utilisent le mot famille pour essayer de comprendre comment vivre ensemble, etc. Ce sont des questions très très importantes. Alors, je voudrais donc parler un petit peu de la famille. Effectivement, et j'y ferai référence, on parle d'un idéal, mais on sait que cet idéal n'a pas été réalisé. Et je le dis dès le départ parce que j'y fais référence parfois, et on fait référence parfois à la Bible, aux textes de la Bible, parce qu'ils sont aussi repris dans le Coran, qui sont quand même les grands livres sacrés de nos civilisations monothéistes en Occident. Il y a des musulmans, beaucoup de chrétiens, des juifs, etc. On a tous cette explication un peu, disons, du mythe du Jardin d'Éden, mais qui est extrêmement important parce que, en réalité, cette explication, qu'on étudiera dans 2 ou 3 séances, en fait, plus en détail, eh bien, cette explication, justement, parle en quelque sorte, de la destruction de la famille. En fait, elle parle de la relation entre l'homme, la femme, Dieu, et elle parle d'une sorte de déclin, d'un destin qui avait été espéré glorieux et qui a été perdu. Le Jardin d'Éden a été perdu, et les enfants de ce couple originel, eh bien, se sont entretués. C'est-à-dire que les hommes n'ont plus compris qu'ils étaient frères parce qu'ils avaient perdu Dieu. Donc il y a tout dans cette explication-là, quelque chose qui est très très important. Et donc pour comprendre ces explications à la source du conflit, à la source des problèmes que nous avons, nous devons d'abord chercher à comprendre la famille en tant qu'idéal, pour comprendre qu'est-ce qui n'est pas allé. Qu'est-ce qui n'est pas allé. C'est ça le thème dont je veux parler aujourd'hui. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu rapidement. J'ai quand même 4 points à mentionner. Disons, je vais le faire en 4 étapes, si vous voulez. Je vais d'abord parler de l'ordre naturel dans la famille, de la famille comme école de l'amour, ensuite de l'éthique sexuelle au cœur de l'éthique familiale, et ensuite je conclurai par quelques réflexions sur ce qui se passe actuellement dans la société dans laquelle nous vivons. Alors, l'ordre naturel dans la famille. Vous savez, les philosophes chinois, par exemple, Jushi, c'est un grand philosophe chinois qui est à la base de ce qu'on appelle le néo-confucianisme, ont pendant longtemps, et les Grecs aussi, montré qu'il y avait un certain parallèle entre l'ordre cosmique et l'ordre de la société, l'ordre moral. Ils ont cherché à faire des parallèles entre donc l'ordre éthique et l'ordre cosmique. Bien entendu, comme leur compréhension du cosmos n'était pas très profonde et pas très scientifique,
Alors parfois ils en déduisaient des valeurs éthiques qui aussi sont un peu dépassées aujourd'hui. Et donc beaucoup de gens ont tendance à ne plus attacher de l'importance à ce parallèle entre l'ordre cosmique et l'ordre éthique. Or, c'est très important, et de notre point de vue c'est très important, si on veut vraiment redonner aux valeurs éthiques de la force, il faut les lier justement à la question de la science, du cosmos. Essayer de comprendre, elles font qu'un tout parce que les lois, les principes sont liés ensemble. Et vous savez, il y a ce célèbre Stephen Covey, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un Américain qui a écrit énormément de livres sur la famille, qui est très très connu. Et cette citation, justement, lui-même, allait dans cette direction, dans sa recherche sur ces livres qui sont vendus à des millions d'exemplaires dans le monde entier, disant les lois régissant le comportement humain ne sont pas inventées, ce sont les lois de l'univers inscrites dans le trame de chaque civilisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque nous avons des problèmes dans notre vie familiale, dans notre vie personnelle, etc., souvent, on ne comprend pas dans quelle direction on va et on ne s'aperçoit pas qu'on est vraiment sur un mauvais chemin parce qu'on ne comprend pas les règles fondamentales à travers lesquelles la famille devrait vivre. Donc parler de l'éthique, c'est parler des normes, des règles qui permettent à une famille de se soutenir, de même que dans l'univers, le soleil, les planètes, etc. sont merveilleusement bien agencées, elles se soutiennent parce qu'elles sont chacune à sa position, chacune a un ordre à respecter. Et à partir de là, tout notre univers se meut de cette façon, aussi bien au niveau macrocosmique qu'au niveau microcosmique. Eh bien, dans la famille, on trouvera aussi un peu cet ordre, c'est ce dont on va parler maintenant. Alors, pour reparler un peu de l'ordre de l'univers, on voit en fait trois grands axes, si vous voulez, qui permettent à ce cosmos non seulement d'être ensemble, mais de bouger ensemble et d'agir ensemble. Vous avez un ordre vertical, un axe vertical qui relie, par exemple, la Terre qui tourne autour du Soleil, le Soleil qui tourne autour du centre du système solaire. Donc, chacun, il y a un ordre qui nous permet d'être liés avec ce qui est plus grand, un centre qui est plus haut que nous. En même temps, il y a un ordre horizontal, puisque autour du Soleil, vous avez tous les satellites qui sont donc de la Terre, pardon. Vous avez autour du Soleil, vous avez donc tous ceux qui tournent autour du Soleil, qui sont nos planètes, dont la Terre et les autres, Mercure, Vénus, etc., qui représentent comme un ordre horizontal par rapport à cet ordre vertical. Et vous avez aussi un autre axe très important qui permet à ces planètes de tourner autour d'elles-mêmes. En fait, ces planètes, non seulement la Terre tourne autour du Soleil, mais en même temps, elle tourne sur elle-même. Et le fait qu'elle tourne, cette rotation lui permet de créer l'équilibre des saisons, des nuits et des jours, etc. Donc, il y a une imbrication de trois axes, vertical, horizontal et individuel, qui permet à tout l'univers de se maintenir et de se développer. Eh bien, dans la famille, on trouve on trouve aussi, on peut dire qu'il y a ces mêmes axes qui sont extrêmement importants. On a un ordre vertical, un axe vertical qui relie les générations, les ancêtres, le passé, le présent, le futur, c'est-à-dire les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants, etc. Et bien sûr tous les ancêtres. Cet axe vertical est l'axe central qui définit la famille en réalité. Et puis il y a un axe ou des axes horizontaux qui sont l'axe par exemple entre les frères et sœurs, qui sont tous les mêmes frères et sœurs mais qui tournent autour des parents en quelque sorte, qui sont dans la même relation par rapport aux parents. Vous avez aussi, on le verra, la relation entre l'homme et la femme, c'est aussi une forme d'axe horizontal. C'est-à-dire, sur ces axes-là, ce ne sont pas les lois physiques qui nous permettent de nous mouvoir, mais c'est un ordre qui est maintenu par la force de notre caractère en fonction de ces normes éthiques, de ces lois éthiques et morales que nous suivons et qui nous permettent de maintenir cette relation autour de nous. Et nous avons aussi un ordre individuel, c'est-à-dire un ordre individuel qui nous permet de développer notre propre vie morale, notre propre
vie individuelle en quelque sorte. Je vais expliquer un peu plus en détail. Par exemple, qu'est-ce que c'est que l'ordre vertical dans la relation de la famille? Vous avez les grands-parents, Dieu, on a toujours utilisé ce qu'on appelle le fondement des 4 positions. Dieu, le père, la mère et l'enfant. Les grands-parents sont comme en position, ils représentent Dieu dans la famille, puisqu'ils sont aussi dans la position centrale. Et donc ça, c'est donc... c'est pas grave. Ça veut dire que ils ont cet amour vertical qui vient des ancêtres, des grands-parents vers les parents, c'est l'axe central de la famille, et qui se pratique à travers des vertus, des valeurs comme le dévouement, la bienveillance parentale, le dévouement des parents, l'amour parental, et en réponse, vous avez la piété filiale, le respect, etc., la gratitude des enfants. Ça, c'est l'ordre donc vertical dans la famille. Vous avez un ordre horizontal, vous avez plusieurs axes horizontaux, vous avez la relation entre les frères et sœurs, qui est un axe horizontal, l'amour fraternel, bien entendu, l'harmonie entre les frères et sœurs, et vous avez aussi l'harmonie entre le mari et femme, qui est une autre forme de relation horizontale, donc, à travers l'amour conjugal et l'amour fraternel, on pratique aussi un certain nombre de vertus, la fidélité, l'engagement dans le couple, la fraternité, l'harmonie, etc. Et puis vous avez l'ordre individuel, l'ordre moral individuel. C'est-à-dire lorsque notre esprit et notre corps sont dans une relation constante de créer l'harmonie, où notre esprit cherche à guider notre corps, les valeurs de l'esprit qui cherchent à vivre pour autrui, cherchent à utiliser le corps, les désirs du corps pour par exemple la nourriture, le logement, etc. Il y a ce lien harmonieux entre ces désirs de l'esprit et ce désir du corps, en tâchant que les désirs de l'esprit soient toujours en position de contrôler les désirs du corps. Alors nous vivrons une vie de pureté, d'honnêteté, de justice. Ce sont des vertus individuelles, des vertus morales qui sont liées à cette harmonisation de l'esprit et du corps, et à travers laquelle il est très important de vivre cela, parce que on peut vivre dans une famille heureuse, avoir des bons parents, avoir des bons grands-parents, etc. Mais si notre corps et notre esprit ne sont pas unis, et qu'on se laisse prendre par la drogue ou par des obsessions sexuelles de toutes sortes, etc., eh bien, on ne sera pas heureux, la famille ne sera pas heureuse. Donc, l'ordre individuel est extrêmement important. C'est-à-dire, si nous, en tant qu'individus, on n'a pas cet effort de véritablement satisfaire à cet ordre individuel, eh bien, la famille elle-même aura des problèmes pour fonctionner. Donc, c'est toute une imbrication extrêmement importante qui se fait à travers donc, cette pratique de ces vertus sur le plan individuel, sur le plan horizontal, sur le plan vertical. Les religions ont beaucoup insisté sur cet ordre individuel. On a même des moines, on a même qui ont donné tant d'importance à cet ordre individuel qu'ils ont même pris une certaine distance par rapport à la famille. Ils ont refusé de se marier, par exemple, afin de pouvoir être sûrs d'avoir une vie qui soit originelle, selon l'idéal originel de Dieu. Alors, maintenant, je voudrais parler un peu plus justement sur la famille. Je voudrais donner une image un peu plus globale de la famille, toujours centrée sur ces 3 axes. Parce que je pense que c'est très important, et c'est quelque chose qui, nous, en Occident, on n'est pas vraiment habitués à discuter de cette façon-là. Vous comprenez bien, si vous connaissez l'Orient, c'est une vision un peu confucéenne de la famille, de la société. C'est-à-dire, en Orient, particulièrement Confucius, la pensée chinoise, a énormément parlé de l'ordre qui existe au sein de la famille, de la relation entre le mari et la femme, les parents et les enfants, etc. Il y a une certaine une importance qui est à la base de toute la civilisation orientale. En Occident, on a tendance plutôt à... on a moins tendance, si vous voulez, à insister sur cet axe
verticale en Occident. Les orientaux ont plus tendance à donner de l'importance à cet axe vertical entre les aînés enfin entre les parents et les enfants, qui est au cœur de la société. Vous savez, on respecte, on salue les gens verticalement, on donne beaucoup d'importance à ceux qui sont dans la position plus élevée, etc. En Occident, on a une autre façon de voir un petit peu les choses. On insiste plus sur les axes, sur l'horizontalité des relations. Mais en fait, ces trois axes sont absolument indispensables. C'est pourquoi on cherche à le faire comprendre à travers cette image de la famille, comme une sphère, qui est un peu comme un microcosme du cosmos, si vous voulez. Alors je vais essayer d'en parler un petit peu. Je reviens dans cet axe vertical qui est donc la colonne vertébrale de la famille, je peux dire. Ce qui est vertical, c'est un peu comme l'os, notre colonne vertébrale qui est verticale, qui est plus fondamentale d'ailleurs que nos os horizontaux, nos côtes, etc. On tient parce qu'on a aussi... Donc la verticalité est essentielle, même dans l'univers, en réalité. Et pourtant, il y a donc un axe vertical qui relie le passé, le présent, le futur, mais qui, sur cet axe, il n'y a pas de sexualité, c'est tabou dans les sociétés, dans toutes les sociétés en général. La relation entre parents et enfants, dans l'axe vertical, il n'y a pas de relation sexuelle, il y a des relations d'amour, et ces relations d'amour sont extrêmement puissantes. Un parent, un grand-parent, représente l'amour le plus puissant parce qu'il représente en fait, au-dessus de lui, on peut dire qu'il y a l'amour de Dieu, qui représente l'amour parental le plus extrême, en quelque sorte. Mais il y a aussi donc deux axes horizontaux, et qui sont un peu, on peut dire, à angle droit, si vous voulez. Alors on les met à angle droit pour une raison précise. D'abord, l'axe entre mari et femme, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un axe vertical, mais qui est très particulier. Parce que... Horizontal, pardon, excusez-moi. Horizontal, qui est très particulier. C'est un peu comme la gauche et la droite, la main gauche et la main droite, qui sont différentes, mais qui sont complémentaires, qui ne peuvent pas être l'une sans l'autre. On a besoin des deux pour faire quelque chose d'important. On a besoin de la main gauche et de la main droite ensemble. L'homme et la femme sont différents, très différents, et pourtant ils sont complémentaires et ils sont totalement égaux. Même si, par exemple, ils ont une origine sociale différente, à partir du moment où ils forment une union, eh bien, celui qui a une origine sociale inférieure rejoint, le statut social de son époux ou de son épouse. Parce que l'unité entre le mari et la femme, finalement, permet de tout harmoniser, en quelque sorte. C'est très important. Ils ont cet aspect d'égalité, de complémentarité. C'est aussi un amour qui ne se partage pas. Et ça, on en reparlera aussi tout à l'heure. L'amour des parents pour les enfants, il se partage avec beaucoup d'enfants. Un parent peut avoir 10 ou même 20 enfants, et plus il en a, et plus il donne son amour. Mais l'amour entre un homme et une femme ne se partage pas. À partir du moment où on cherche à le partager, à le diviser, eh bien, il a tendance à diminuer, à se détériorer et à disparaître, en réalité. Donc, l'amour entre l'homme et la femme, c'est un amour complémentaire, exclusif. Et en fait, c'est sur cet axe-là que, normalement, la relation sexuelle est permise. Non seulement permise, mais qu'elle est nécessaire, elle est extrêmement importante, elle est le résultat de cette complémentarité et de l'unité totale où ils partagent aussi bien leur esprit, leur corps, leurs biens, leur argent, leur compte bancaire, etc. Tout est mis en commun, et à travers la relation sexuelle, il y a une unité, une fusion totale. En fait, la relation sexuelle appartient à cet axe-là. Maintenant, alors, je vous ai mis ce verset biblique pour montrer que c'est quelque chose dont les religions ont parlé, toujours, de l'importance de la relation homme-femme. Vous avez ce verset biblique que vous connaissez sans doute et qui est d'ailleurs répété 4 fois dans la Bible chrétienne, enfin dans la Bible judéo-chrétienne. 1
ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. C'est-à-dire que cet idéal, Jésus en a reparlé, c'est un verset qui vient de l'Ancien Testament, et qui a été repris par Jésus quand Jésus était un jour interrogé dans la Bible. Il a dit, vous ne savez donc pas que, ils ne sont plus que deux, ils forment une seule chair et que rien ne devrait les séparer. C'est-à-dire, c'est l'idéal originel dont Jésus parle. À un moment donné, mais Jésus disait même, Moïse vous a permis de divorcer, mais à l'origine, Dieu ne l'avait pas permis. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une insistance qui donne à réfléchir, parce qu'évidemment, les relations hommes-femmes ne sont pas si simples que ça. Mais les religions en font quelque chose qui est extrêmement important, fondamental, essentiel. Et aussi, la destruction de la relation homme-femme à travers le péché de l'adultère est quelque chose qui est condamné, pas seulement condamné, mais qui est vraiment présenté par toutes les grandes religions comme quelque chose de très destructeur. Très destructeur. La Bible, il a fui à la fornication, tout péché que l'homme peut commettre est extérieur à son corps, celui qui fornique, lui, il pêche contre son propre corps. Fuyez la fornication, ça c'est l'islam. Dans le Coran, c'est une turpitude, un détestable chemin. Chez les bouddhistes, celui qui convoite la femme d'un autre, celui-là fait pourrir les racines de sa propre vie dès à présent dans ce monde. C'est-à-dire, c'est pas simplement une condamnation morale, c'est de dire, si vous ne respectez pas l'unité de l'homme et de la femme, eh bien vous allez souffrir, vous allez sur un chemin qui va donner beaucoup de souffrance. C'est ça la réalité. En fait, et donc c'est pourquoi nous parlons de cet ordre éthique, parce que, en réalité, on le sait bien, chacun de nous le sait bien, que lorsqu'il y a une destruction, où il y a une relation du couple est abîmée, eh bien il y a énormément de souffrance. Énormément de souffrance. Donc on peut comprendre que c'était quelque chose qui était vraiment destiné à créer une unité que normalement rien n'aurait pu séparer. Donc, quand on pense donc, alors le dernier axe, donc j'ai ici, moi j'ai parlé donc de l'axe parent-enfant, axe mari et femme, et cet axe-là, c'est un axe horizontal qu'on appelle devant, derrière. C'est-à-dire qu'il représente, si vous voulez, ceux qui sont rangés par ordre d'âge. Les enfants, quel est l'ordre dans lequel les enfants sont en général rangés par âge, n'est-ce pas? Il y a les aînés, il y a les cadets, il y a les plus petits, etc. Et puis sur cet axe-là, eh bien, on peut avoir des relations avec beaucoup de frères et sœurs, et même l'amitié, c'est une extension de cet axe fraternel. C'est-à-dire, on peut avoir, plus on a de relations, plus on a d'enfants dans une famille, plus notre personnalité se développe, plus notre cœur se développe, on peut le partager avec beaucoup de gens. C'est différent de l'axe entre mari et femme. C'est donc un axe qui représente la relation horizontale, fraternelle, ordonnée par l'âge, mais aussi, sur cet axe-là, il n'y a pas normalement de sexualité. Ce n'est pas un axe dans lequel on est complètement unis, comme dans l'axe du couple. Et en fait, parfois, je pense qu'il y a justement, et c'est un problème de nos sociétés, certaines personnes pensent que sur l'axe de l'amitié, on peut avoir des relations sexuelles. En réalité, souvent, elles sont destructives. Lorsqu'elles ne correspondent pas à un don total l'un pour l'autre, les relations sexuelles sont destructives. Elles n'appartiennent pas, la sexualité n'appartient pas à l'axe devant, derrière, l'axe donc fraternel ou de l'amitié, il appartient à l'axe de la relation homme et femme. Ce sont des choses qui sont, qui donnent à réfléchir. Alors, je vois que j'ai un problème peut-être de batterie, je ne sais pas. C'est pas grave, je vais aller à la main. Donc, ensuite, la famille, cette famille, ce petit cosmos, eh bien,
non seulement, si vous voulez, il vit en tant que petit cosmos, mais en même temps, c'est la base de toute la société. C'est-à-dire que les relations qu'on a dans la famille, avec les grands-parents, avec nos enfants, avec nos frères et sœurs, c'est un entraînement pour nous à aimer nos aînés, nos supérieurs, aimer ceux qui sont en dessous de nous, les enfants, pas simplement nos enfants, mais les enfants des autres. Aimer, quand on aime ses amis, alors on aime ceux qui sont finalement... Quand on a des relations fraternelles solides, eh bien, on peut avoir des relations avec beaucoup de gens. On peut vivre ensemble avec une solidarité merveilleuse. En général, les gens qui n'ont pas d'habitude, qui n'ont pas une bonne relation fraternelle, qui sont des enfants uniques dans leur famille, ils ont du mal à vivre dans la société. Mais quand on a pratiqué des relations harmonieuses dans la famille, eh bien, on est capable d'avoir des relations harmonieuses plus facilement avec toutes sortes de gens. Ça veut dire donc, les relations familiales sont extrêmement importantes pour nos relations avec la société. J'ai pris cette photo parce que tout le monde se souvient, je pense, de ce terrible incident, enfin ce terrible accident de ce petit enfant qu'on a trouvé mort sur une plage avec quand les migrants ont commencé à venir et beaucoup de gens ne pensaient pas trop aux migrants, mais quand on a eu la photo de cet enfant mort sur une plage, l'Europe entière, je pense le monde entier a été bouleversé parce que quand on voit un enfant qui meurt, eh bien on pense à son propre enfant. C'est-à-dire que on pense à son propre enfant et on pense que c'est intolérable. Donc les relations que nous créons dans la famille sont extrêmement importantes pour développer des relations dans la société. Alors, là aussi, eh bien, dans la société, il y aura donc, pour vivre en société, on doit aussi pratiquer des vertus de sorte horizontale ou verticale, c'est-à-dire, par extension, les parents qui sont donc les dirigeants par rapport aux subordonnés vont devoir aussi pratiquer certaines valeurs qui sont des valeurs verticales, comme la bonne gouvernance, comme le dévouement, etc., le dévouement de l'éducateur, le dévouement de l'homme politique, le dévouement du dirigeant, etc. Et d'un autre côté, il y a la loyauté, il y a le respect, il y a l'obéissance du subordonné vers l'autorité. Et aussi sur un plan horizontal, vous avez donc des valeurs de solidarité citoyenne, comme on dit aujourd'hui, de réconciliation, tolérance, sens du devoir, courtoisie, etc. Mais quelle est l'essence de ces valeurs horizontales, de ces valeurs verticales? Eh bien, ce sont les valeurs de la famille. La fraternité, d'ailleurs qui est dans notre devise nationale, la fraternité, elle est l'essence des relations de solidarité horizontale. Le dévouement dirigé avec un cœur parental, c'est essentiel pour qu'un dirigeant puisse vraiment accomplir son rôle. C'est-à-dire que un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui est capable d'aimer son peuple, si vous voulez, un peu comme un parent aime ses enfants, qui est capable de se sacrifier, qui est capable de se donner. J'ai mis la photo de Mandela, parce que tout le monde, Mandela était comme un sorte de saint. Aujourd'hui, n'est-ce pas, il est mort, il était comme une sorte de saint mondial, cosmique. Le monde entier là, le vénérait. Et pourquoi? C'est pas parce qu'il il a passé 25 ans ou plus en prison. Il y a beaucoup d'autres gens qui ont passé tout ce temps en prison. Mais c'est parce que lorsqu'il est sorti de prison, alors qu'il avait beaucoup d'ennemis, notamment les Blancs, mais aussi des Noirs en Afrique du Sud, eh bien, il a pris une attitude parentale par rapport à son peuple. Et ça, c'est très important. Et ça, vous connaissez peut-être cet épisode dans lequel Mandela, contre l'avis de tous les Noirs sud-africains qui détestaient le sport du rugby, parce que le rugby, c'était le sport des Blancs, sous l'apartheid, eh bien, Mandela a dit non, je veux soutenir le rugby. Et les rugbymen, il a fait gagner la Coupe du Monde à son team, et il a été contre son peuple noir pour, finalement, soutenir son peuple blanc. Ça, c'est une attitude, si vous voulez, c'est le genre d'attitude qui a permis à un homme comme ça d'être respecté, parce qu'il avait une attitude parentale. Donc, quand on parle des valeurs sociales,
aujourd'hui, on parle beaucoup de ces valeurs en démocratie, etc. Je pense que on parle, c'est très important. Une autre chose d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, quand on parle de l'époux et l'épouse, l'époux et l'épouse, on ne va pas, notre femme, on ne va pas chercher d'autres femmes. C'est-à-dire que notre femme, elle est la représentante de toutes les femmes du monde. À travers ma femme, je peux comprendre toutes les femmes du monde. Je peux comprendre le monde féminin, qui est très différent du mien. Et vice-versa, entre ma femme et moi. Donc, à travers mon époux, je peux comprendre le monde entier représenté par le sexe opposé. Et si j'ai une relation normale, bonne, entre mari et femme, alors je peux mieux respecter les personnes du sexe opposé. Donc, ça veut dire que ce sont des valeurs extrêmement importantes qui naissent aussi dans la famille. Et on voit aujourd'hui les problèmes sociaux que nous avons. Tout le monde parle des problèmes de valeurs, on parle des valeurs républicaines, on parle de beaucoup de choses, des valeurs démocratiques. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Je pense qu'il est important de réfléchir à ce point fondamental, c'est que les valeurs horizontales, devoir, tolérance, etc., sont très importantes. Mais, en réalité, même dans nos démocraties, les valeurs verticales restent toujours les plus importantes. C'est-à-dire, la clé pour avoir une société plus harmonieuse, eh bien, elle doit devenir des dirigeants, elle doit venir de la bonne gouvernance, elle doit venir de l'attitude, finalement, de ceux qui représentent la verticalité. C'est très important, il faut ces deux. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Mais je pense que c'est une leçon qu'on n'apprend pas toujours très bien. Et pourtant, ça demande, je pense, beaucoup de réflexion si on parle de l'éthique dans notre démocratie actuellement. Et aussi, notamment, l'importance du mariage. Et l'importance du respect de la relation entre l'homme et la femme. Alors, je vais essayer d'avancer au deuxième point. On n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer d'aller un peu vite. En réalité, c'est un thème qui mériterait beaucoup de développement. Il s'agit, si vous voulez, de l'explication du développement humain à travers le cœur. On appelle ça les 4 sphères du cœur. Pour nous, c'est très important. On peut parler du développement humain de beaucoup de façons. Il y en a qui en parlent de façon psychologique. On a parlé des différents stades de développement humain, etc. Chacun voit ça d'une façon différente. Mais, du point de vue de la pensée de signification, puisque le cœur est le centre de la personnalité humaine, et que le cœur est le centre du caractère divin, eh bien, c'est important de comprendre, à partir du cœur, comment nous sommes appelés à nous développer et à développer ce cœur qui est à la base de notre personnalité, qui est à la base de la société. C'est ce qu'on appelle cette explication des 4 sphères du cœur dont nous parlons souvent dans nos conférences. Alors, il y aurait beaucoup à dire, je vais aller un peu rapidement, je pense. On parle d'abord, c'est la sphère de l'enfant, c'est-à-dire on est, en tant qu'enfant, comment on développe son cœur, eh bien, en réponse par rapport aux parents. C'est parce qu'on reçoit l'amour parental, eh bien, peu à peu, notre cœur se développe. Et en fait, on sait très bien que les premiers âges, les premières années sont extrêmement importantes. 1 an, 2 ans, 3 ans, pour former notre personnalité. La façon dont on a été aimé par les parents, ou mal aimé par les parents, joue un rôle extrêmement important sur notre personnalité. Donc, les valeurs que nous apprenons en tant qu'enfants, de piété filiale, de respect, de gratitude, ce sont des valeurs que l'on donne envers ses parents, mais aussi envers ses enseignants à l'école. On peut dire aussi, si notre famille est une famille religieuse, envers Dieu. Ce sont les valeurs de la foi, également, puisque, du point de vue, en tout cas, des chrétiens, on dit que Dieu est le parent, donc on apprend à respecter ou à aimer Dieu. Donc ce sont des valeurs qui sont extrêmement importantes pour le développement de l'enfant. Ensuite, donc, en tant qu'enfant, l'enfant, si vous voulez, était surtout en répondant à l'amour de ses parents, mais peu à peu, lorsque l'enfant a un petit frère ou des petites sœurs qui commencent à naître, ben, il commence à comprendre qu'il n'est plus le seul dans la famille,
Au début, il n'est pas très content, mais après, il découvre que c'est en partageant qu'il rend heureux ses parents, et que finalement, c'est en partageant qu'on devient heureux. Et il va à l'école à l'âge de, disons, 6 ans ou 7 ans, et alors il apprend petit à petit que c'est en donnant que on peut recevoir, c'est en partageant ses jouets, etc. Donc il y a une autre forme de relation du cœur qui se développe, qui est la relation horizontale entre frères et sœurs, entre amis à l'école, et qui deviendra essentielle, bien sûr, dans notre relation dans la société. Ce sont des relations non pas seulement entre nos frères et sœurs, mais nos cousins, nos amis, etc. Et évidemment, les parents jouent un rôle extrêmement important dans cette relation-là. C'est-à-dire que c'est parce que nous avons des parents communs que l'enfant est capable d'aimer son frère ou d'aimer sa sœur, parce qu'il le voit à travers l'œil de ses parents. En fait, quand un petit garçon, par exemple, a une petite sœur qui vient de naître, en général, il n'est pas très content, il va lui taper dessus, parce qu'il voudrait avoir tout l'amour de ses parents pour lui, et puis il se découvre que quelqu'un d'autre prend un peu de cet amour, mais à travers le cœur des parents, on peut comprendre, on peut apprendre à aimer l'autre, en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que c'est quelque chose qui s'apprend tout au cours de la vie. Ça s'apprend dans la famille, ça s'apprend à l'école, aussi à travers l'enseignant. On peut apprendre à aimer ses camarades. Donc, on voit la façon dont l'enseignant lui-même couvre tous les enfants de la classe, mais aussi dans la société. Et je pense que vous pouvez, si vous êtes catholique, le pape parle souvent de cela. Il dit, vous savez, dans la société humaine aujourd'hui, on n'arrive pas à résoudre les conflits entre nous, parce que si on veut dire si on veut vraiment être des frères et sœurs, on doit se référer à un parent transcendant, en quelque sorte. C'est-à-dire, on doit se référer à une transcendance. Et le pape parle souvent de cela pour montrer qu'on ne peut pas résoudre nos problèmes horizontaux sans avoir une référence transcendante. Et c'est extrêmement important. C'est-à-dire cette relation qui nous permet de résoudre des conflits plus tard dans la société, etc., eh bien, elle s'apprend dans la famille, et peu à peu, elle doit se développer, elle s'apprend tout au long de notre vie également. Ensuite, plus important encore, un autre niveau, on peut dire, la sphère des époux dont j'ai parlé, c'est une relation qui est pas simplement de partager, mais de tout mettre en commun, puisque les époux mettent leur esprit en commun, leur corps en commun, leur bien en commun, et ils ont une fusion totale, en tout cas, de temps en temps, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que, à travers la relation entre l'homme et la femme, il y a une relation unique, que aucun ami, aucun frère et sœur ne peut expérimenter. Et en réalité, on va le voir tout à l'heure, c'est une relation dans laquelle Dieu lui-même veut être absolument présent. La relation homme et femme est extrêmement importante parce que c'est un peu le lien, si vous voulez, entre l'axe horizontal, c'est un axe horizontal, une relation horizontale, mais en même temps, c'est le début de la relation verticale dans laquelle, en tant qu'homme et femme, on conçoit un enfant ou des enfants, et alors notre cœur de parent va commencer à se développer, qui est un cœur d'une dimension encore beaucoup plus grande. Donc, la relation homme-femme est extrêmement, et elle est le centre de la famille. Elle est le centre de la famille. C'est pourquoi, donc, on disait dans la Bible tout à l'heure, quand vous êtes normalement unis, rien ne devrait pouvoir vous séparer. Parce que, en réalité, Dieu voudrait venir à ce moment-là. Et quand vous créez un enfant, c'est pas seulement vous qui créez l'enfant. Vous créez peut-être son corps, mais il y a une dimension spirituelle, une dimension éternelle, qui n'est pas, on ne peut pas prétendre, nous les parents, prétendre que c'est nous qui avons donné la dimension spirituelle, éternelle, à nos enfants. Ça veut dire que dans la conception, il y a une intervention spirituelle de l'éternité qui nous dépasse nous-mêmes. C'est quelque chose qui est assez évident. Donc, la sphère des époux, c'est une sphère, je l'ai répété, qui ne se partage pas. On ne peut pas, si on tente de diviser la relation conjugale, eh bien, si vous voulez donner un peu à l'un, un peu à l'autre, eh bien, en général, vous n'arriverez pas
à maintenir l'amour, à développer l'amour. C'est pratiquement impossible. Parce que l'amour conjugal demande un investissement total, à 100% l'un dans l'autre. Et dès qu'il y a un peu moins de 100%, ça commence à décliner. C'est ça, la question de l'amour conjugal, c'est extrêmement, en réalité, c'est extrêmement exigeant, en fait. Et pourtant, c'est celui aussi qui peut donner le plus de joie et qui peut donner beaucoup de fruits, parce qu'il représente l'unité de Dieu sur la terre. N'oubliez pas que, d'après la Bible, l'image de Dieu, ce n'est pas simplement l'individu, mais c'est l'homme et la femme. Dieu créa un être humain à son image, homme et femme, il le créa. Donc c'est extrêmement exigeant. Et enfin, comme je l'ai dit, donc l'amour des parents, c'est l'amour qui, si vous voulez, qui est le plus altruiste, le plus inconditionnel. Chacun de nous, si vous avez des enfants, vous savez que quand on a des enfants, on oublie complètement soi-même, on ne pense qu'à son enfant, la maman va se réveiller la nuit plusieurs fois, ou le papa aussi d'ailleurs, pour s'occuper de l'enfant qui pleure. Bref, on ne compte pas ses efforts parce que on ne peut vivre que pour son enfant. Et même si pendant 20 ans, on a investi tout son cœur pour son enfant, on a donné tout ce qu'on veut, au bout de 20 ans, quand l'enfant quitte la maison, on se sent désolé qu'on n'a pas fait assez. On sent qu'on n'a jamais fait assez pour son enfant. Et on veut continuer à donner, même quand l'enfant est parti de la maison. Ça, c'est le cœur parental. Le cœur parental, en fait, c'est l'expression du cœur de Dieu. C'est l'expression la plus altruiste qui soit. Et c'est pourquoi il est extrêmement important, quand je dis tout à l'heure, j'ai parlé d'un leader ou un dirigeant devrait avoir un cœur parental. C'est quelque chose qui est essentiel si on veut diriger les autres. Quand vous voulez, par exemple, quand vous avez un cœur parental en tant que dirigeant, vous voulez, en tant que parent, vous voulez toujours que votre enfant soit meilleur que vous-même. En général, dans la société, quand vous avez un dirigeant, s'il voit quelqu'un qui est en dessous de lui et qui commence à monter, parfois, si lui veut garder sa position, il va tout faire pour essayer de l'empêcher d'aller trop proche, parce que lui, il veut garder sa position. Ça, c'est pas un cœur parental. Un cœur parental, c'est celui qui est capable de dire « J'aimerais que cette personne, un jour, me remplace et qu'il soit meilleur que moi. » Ça, c'est le cœur parental. Donc, si la société pouvait comprendre et vivre plus en profondeur les valeurs familiales, alors la société elle-même pourrait vivre d'une façon beaucoup plus grande. Voilà pourquoi on a aimé Mandela, et pas que lui. On a récemment canonisé Mère Teresa. Bon, elle n'était pas mais c'était une femme qui est devenue mère, on l'appelle la Mère Teresa, une mère mondiale en quelque sorte, parce que ce sont des gens qui ont été capables de transcender leur propre vie à eux-mêmes, et qui ont donc finalement canalisé l'amour de Dieu. Donc voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces 4 domaines du cœur, qui est en fait, les 4 domaines du cœur sont extrêmement importants, parce que ils montrent que nous sommes tous faits, tous les êtres humains sont faits à l'origine pour devenir des êtres altruistes, des êtres qui vivent pour les autres, des êtres qui vivent comme Dieu. On n'est pas obligé d'être un saint, normalement, pour être altruiste. On n'est pas obligé d'être Mère Teresa ou d'être l'abbé Pierre. Toute personne qui apprend à devenir un bon parent, il est altruiste. On peut donc dire que Dieu a créé à travers la famille un système qui permet à chaque être humain de devenir altruiste, de vivre pour les autres. Le système, il est là. Il est en nous, ce système-là. Malheureusement, les valeurs de la famille ne sont pas toujours très bien vécues. Alors, en même temps, voilà, bon, je pense que vous avez déjà compris ça, ce sont les valeurs dont moi j'ai déjà parlé. Je vais aller un peu plus vite. Je fais juste une réflexion sur les 3 générations, parce que c'est aussi un point qui est extrêmement important. En fait, on est tous faits pratiquement, d'après nos âges, la façon le temps que nous vivons sur la Terre, pour vivre au moins 3 générations ensemble. Au moins 3 générations ensemble. Et il y a une raison pour cela. C'est que ces 3 générations ont besoin l'une de l'autre. On a besoin, comme je disais tout à l'heure, les grands-parents sont comme la position de Dieu. Les parents sont ceux qui s'occupent du présent, tandis que les grands-parents, ils s'occupent
du passé, de la tradition, il représente le cœur, il représente tout ce qui, toutes les valeurs spirituelles, si vous voulez. Il parle des ancêtres, il parle de tradition, etc. Combien de personnes, moi j'étais en Russie pendant pas mal d'années, et j'ai vu en Russie beaucoup de jeunes qui ont grandi sous le communisme, et donc ils ont grandi avec un athéisme officiel. On ne pouvait pas être religieux à l'époque. Et plusieurs Russes me disaient qu'ils ont appris la religion à travers leur grand-mère, ou à travers leur grand-père, en cachette, surtout leur grand-mère en général. Donc ce sont... beaucoup de gens ont découvert des valeurs spirituelles, si vous voulez, à travers les grands-parents. Parce que les grands-parents ont ce rôle. Et donc le lien entre les trois est extrêmement important. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui en Occident se perd beaucoup. Et pourtant, c'est un point essentiel sur lequel il faudrait revenir. Et d'ailleurs, dans une société aussi, une société bonne, une nation bonne, devrait avoir autant d'attention aux personnes âgées, aux personnes d'âge moyen, qui sont donc dans la société, et les enfants, bien sûr, qui représentent le futur dans lequel on investit, parce que c'est à eux qu'appartient l'idéal. Donc, ces trois, toute société, toute organisation, si vous voulez, tout modèle qui se base sur la famille doit avoir trois générations inscrites en elle. C'est extrêmement important, parce qu'on a besoin les uns des autres pour pouvoir se développer.